Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. 23 millions d'écoliers africains ont faim. Selon la FAO, en Côte d'Ivoire, plus de 5800 cantines scolaires pour plus d'1 million d'enfants bénéficiaires. Un repas chaud par écolier à l'horizon 2025. C'est l'objectif du gouvernement. Abidjan accueille la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire. L'abattoir de Port-Bouët en rénovation, 18 milliards de francs CFA investis. Les travaux avancent bien, l'ouvrage respecte les normes de modernité. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et le gouverneur du district d'Abidjan sont allés faire le constat. Il est devenu un label dans la sous-région. Songhai est un centre de production, un incubateur pour l'agrobusiness et l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin. La sécurité alimentaire, la croissance économique en milieu rural sont les défis auxquels s'attaque Songhai. Le dossier à suivre dans ce journal. On l'apprend ce soir même, le syndicat de l'enseignement supérieur, la SENEC, suspend son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. Il remercie le gouvernement pour la libération de leurs 2 camarades incarcérés, dont le professeur Johnson. Une rencontre vient de se tenir. Des discussions ont également eu lieu entre la tutelle et l'intersyndicale du préscolaire et du primaire. Ils annoncent une assemblée générale demain pour se prononcer sur une levée ou suspension de leur mot d'ordre de grève. Nous y reviendrons dans quelques instants. Fin des travaux de la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. C'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a présidé ce vendredi la cérémonie. Les participants ont réfléchi sur l'investissement dans l'alimentation scolaire pour éradiquer la faim. Il s'agit de trouver les voies de financement pour pérenniser et développer les cantines scolaires sur le continent. Mahama Traoré. Pérenniser et vulgariser les cantines scolaires sur le continent. C'est l'une des voies choisies par l'Union africaine pour promouvoir la scolarisation et lutter contre la malnutrition des enfants. À Abidjan, pour cette 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, il est question d'investissement, c'est-à-dire trouver des financements pour nourrir les 23 millions d'écoliers africains qui ne bénéficient pas de cantines scolaires. Pourtant, les études révèlent que la prise en charge annuelle d'un écolier dans une cantine scolaire revient en moyenne à 23 000 francs CFA. Une étude démontre que chaque dollar investi dans l'alimentation scolaire génère entre 3 et 10 dollars en revenus. Du fait de l'amélioration de la santé des élèves, de meilleurs résultats scolaires et des revenus plus élevés à l'âge adulte. Et imaginons qu'en plus, l'alimentation scolaire devienne pourvoyeuse d'emplois et génératrice de revenus pour les producteurs. Quel serait ce retour sur investissement? L'effet multiplicateur serait indéniable. Si chaque personne dans n'importe quel pays investit 1 dollar, si on prend la Côte d'Ivoire, 25 millions de personnes, chacun donne 1 dollar, on aura 25 millions de dollars. C'est largement suffisant pour soutenir ces programmes. En Côte d'Ivoire, on compte à ce jour 5 688 cantines scolaires pour plus d'1 million de rationnaires. Sur les 6 dernières années, le programme d'alimentation scolaire a coûté à l'État 16,2 milliards de francs CFA. L'objectif désormais poursuivi est de garantir un repas chaud et équilibré à chaque élève à l'horizon 2025. Nous avons un programme intégré de pérennisation des cantines. Les groupements qui sont déjà organisés autour des cantines produisent, livrent un tiers de leur production à la cantine. Et les femmes, majoritairement ce sont les femmes, mais nous avons aussi des hommes. Et ils vendent les 2 tiers. Et cela leur fait des revenus. Et cela contribue aussi à l'autonomisation, surtout des femmes. Et à ces femmes, nous donnons des cours d'alphabétisation. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique nécessite l'implication de tous les acteurs. Je voudrais, tout en saluant les efforts déjà amorcés en la matière, encourager les parties prenantes à œuvrer pour l'efficacité des programmes mis en œuvre. Certains des moyens pour accélérer l'atteinte de nos objectifs résident notamment dans la transformation de nos systèmes alimentaires. C'est important. La création d'agro-industries, le renforcement des capacités des acteurs, le développement et l'intégration des exploitations agricoles familiales dans les stratégies de lutte contre la faim, ainsi que la sensibilisation des populations à un changement de comportement en faveur des produits locaux.
Après Abidjan, c'est N'Djamena, la capitale du Tchad, qui accueillera en mars 2020 la 5e journée africaine de l'alimentation scolaire. Avant cette rencontre africaine, le vice-président a échangé hier avec le président de Rotary International, Jonathan Racine. Au menu de cette rencontre, le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'association Rotary International. On retrouve Mahama Traoré. De 1987 à 2019, l'association caritative Rotary International a investi environ 49 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. 49 milliards d'actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement économique local. Un engagement que le Rotary International entend poursuivre dans les années à venir. C'est pourquoi son président Jonathan Racine, actuellement en visite de travail en Côte d'Ivoire, est venu solliciter le soutien de l'État ivoirien auprès du vice-président de la République. Ma visite ici est motivée par le fait que les Rotariens de Côte d'Ivoire accomplissent un travail remarquable et le partenariat qui lie l'État ivoirien et les Rotariens est fructueux, mais au bénéfice des populations ivoiriennes et de notre club service, le Rotary. Je suis venu dire merci au gouvernement. Le président du Rotary International profitera de son séjour en terre ivoirienne pour inaugurer un centre médical dans la commune d'Abobo et remettre du matériel d'hémodialyse au SAMU, service d'aide médicale urgente. Il est également prévu une rencontre avec les 700 Rotariens de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre une performance remarquable selon le rapport d'évaluation de la bonne gouvernance, un rapport établi par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il a été soumis le 9 février dernier au 28e forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP à Addis Abeba en Éthiopie. Les conclusions présentées à la presse, des détails avec Herman Guivet. Performance remarquable en 7 ans pour la Côte d'Ivoire, au plan économique avec une croissance au 4e rang mondial et des progrès importants. Et la liste reste longue dans plusieurs domaines d'activité. Des conclusions du rapport. Un reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. Et c'est un abattoir moderne, je vous le disais en début de journal, qui voit le jour à Port-Boué. 18 milliards de francs CFA pour la rénovation de cette infrastructure. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, et le gouverneur du district d'Abidjan ont effectué une visite sur le site. Ils se sont imprégnés de l'état d'avancement des travaux de rénovation. Un reportage de Cheikh Koné. D'ici à fin mars 2019, le principal abattoir d'Abidjan, installé dans la commune de Port-Boué, aura un tout autre visage. À quelques semaines de la livraison du chantier, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, s'est rendu sur le site pour constater l'avancement des travaux. La visite guidée a conduit la délégation ministérielle à la nouvelle salle d'abattage, la chambre froide, ainsi que la nouvelle salle d'attente et de repos pour animaux, appelée également parc de stabilisation. Toutes ces installations seront équipées aux normes internationales. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le ministre Adjoumani, saluant la qualité des travaux, a toutefois déploré la campagne entamée depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux visant à ternir l'image de cet abattoir. Nous sommes venus sur le terrain nous rendre compte du travail qui se fait au niveau de notre abattoir. Vous avez vu que tout à l'heure, on a même prévu des salles d'attente aux animaux. De ces salles d'attente, ils arrivent à la salle d'abattage et il y a tout un système qui est mis en place, tout un mécanisme qui est mis en place pour que, à la sortie, le consommateur ait un produit sécurisé. Maître d'ouvrage du projet, le gouverneur du district a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien dans la réalisation du projet de rénovation, entrepris depuis 5 ans. Tous les compartiments que nous avons visités, quand on met tous les coûts ensemble, nous sommes d'abord à 10 milliards pour les infrastructures et nous sommes à 6-7 milliards pour les coûts d'entretien qui sont déjà engagés et qui sont prévus, ce qui va nous porter à près de 17-18 milliards. Mais au-delà de ces coûts, nous entrevenons de disposer de camions frigorifiques pour alimenter les grands marchés à Abidjan. Nous en avons acheté 4. Pour accompagner l'équipe de vétérinaires de l'abattoir de Port-Boué dans sa mission d'inspection, le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait don de plusieurs équipements, à savoir des motos,
des réfrigérateurs et des gants de protection. Rappelons que l'abattoir de Port-Brousse, c'est environ 500 bêtes abattues tous les jours pour ravitailler le district d'Abidjan. Je vous le disais à l'instant, vers la reprise des cours dans les universités. Le syndicat de l'enseignement supérieur, la SENEC, suspend son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. C'était à l'issue d'une rencontre ce soir même. Il remercie le gouvernement pour la libération de 2 de leurs camarades incarcérés, dont le professeur Johnson. Je vous propose la déclaration. Monsieur le chef du gouvernement a pris la pleine mesure de notre plaidoyer en instituant d'urgence un cadre de concertation et d'échange pour débattre sereinement de toutes nos préoccupations. Je dis bien, et je le répète, de toutes nos revendications. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos vœux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur, comme l'a demandé l'Assemblée générale extraordinaire, tenue ce jour même à partir de 14 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. C'est le lieu de présenter nos excuses à la nation tout entière pour les désagréments que cette situation d'arrêt de travail a pu causer à chacun de nos concitoyens. C'est le lieu également de réitérer nos excuses à toutes nos autorités qui auraient considéré nos agissements contraires comme une défiance à leur endroit. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent, comme on a dit, d'être libérés sous peu. Toutefois, nous plaidons auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour l'annulation des sanctions administratives à l'encontre des 12 camarades de l'Université Félix Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature du CAMES session 2019 des syndicalistes membres de la SENEC, le rétablissement du salaire du docteur Dad Joël Maxime, suspendu depuis plus d'1 année à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Les cours vont donc reprendre dans les universités, mais du côté du préscolaire et du primaire, une assemblée générale se tient demain. L'intersyndicale de ce secteur va donner sa position sur une levée ou suspension de leur mot d'ordre de grève. Voici un extrait de la déclaration après les discussions. Les ministres nous ont demandé de suspendre notre mot d'ordre de grève. Nous avons pris acte et nous avons décidé d'organiser demain, samedi, à 14 h, une assemblée générale avec l'ensemble de nos militants pour ensemble apprécier ce qui vient d'être fait. Je lance donc un appel à tous nos généraux, régionaux du moins, à tous les militants, de venir à cette assemblée générale pour que nous puissions échanger et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Le document qui va suivre est le dossier Vidici. C'est un véritable modèle intégré qui existe depuis 34 ans au Bénin. Songhai est un centre de production incubateur pour l'agro-business et l'entrepreneuriat des jeunes. De la production végétale animale à la commercialisation en passant par l'agro-industrie, Songhai se démarque en adoptant un système zéro déchets, une production agroécologie et même bioénergie, tout gagné grâce au zéro déchet. C'est un sujet signé Salimatou Dia.
au niveau du bac de chargement, nous mélangeons les fientes des porcs, les fientes des volailles. Une fois tous ces éléments sont mélangés, on enfonce à l'intérieur de ce trou qui est relié avec le digesteur. À l'absence de l'oxygène, ces éléments se décomposent et se ferment pour produire le gaz. Du biogaz, voilà. Une forme d'énergie renouvelable utilisée dans la cuisson, dans les générateurs pour produire le courant électrique domestique et dans les groupes électrogènes, sans risque de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Nous développons aussi le solaire. Le solaire pour l'irrigation, pour le pompage, pour l'éclairage et beaucoup d'autres choses. Nous développons aussi la gazification. La gazification qui n'est rien d'autre que la production du gaz à partir des déchets solides de la production agricole, tels que les branchages d'arbres, les résidus tels que les rafles de maïs. Tout ce qui est déchets constitué de sous-produits dans un secteur et dans l'autre secteur devient de la matière première. Ici, à la ferme Songhai de Porto Novo au Bénin, c'est le système zéro déchet qui est adopté. Tout part de la production primaire. Après les récoltes des productions végétales, animales et de la pisciculture, les résidus communément appelés déchets échouent dans l'unité de compostage afin d'être transformés en matière première. Ça consiste à faire couche par couche, que ce soit les fientes solides, les fientes liquides également aussi, les plantes végétales également aussi, jusqu'à avoir 1,50 m de hauteur également aussi. Mais sachez qu'à chaque couche, il faut l'arroser abondamment également, puisque pour que ces éléments se décomposent, il faut avoir réellement un taux d'humidité plus jusqu'à 80% également aussi à ce niveau. Vous faites le reteniment 3 ou 4 fois, au bout déjà de 3 mois, 4 mois, le compost est mûr et c'est ça qui est utilisé pour fertiliser le jardin. Le sol est alors nourri, restauré avec de la matière organique pour obtenir une production végétale. Cette production végétale qui part de la fertilisation du sol, qui donne de bons produits, c'est à nourrir les animaux. Et nous produisons les animaux avec une production végétale saine. Et on a aussi des viandes, des œufs sains. Je prends l'exemple de la laitue ou de la carotte qui est produite au jardin. Une fois transformée, les résidus, une partie va pour le compostage, une partie va pour la production de bioénergie et une partie va également pour nourrir les animaux, toujours les résidus. Et tout cela, ça revient encore être restitué au sol. Et le cycle continue. La production secondaire fait son entrée avec l'agro-industrie développée à Songhai. Cette unité de transformation de produits agricoles opère avec des procédés simples et naturels. Les noix de palme sont transformées en moins d'1 heure en huile alimentaire, même cas de figure pour l'alimentation animale ou encore la fabrication de savon. Ça, c'est la production de savon liquide. Ceux-ci sont en partie réalisés grâce au département mécanique fabrication, qui conçoit et réalise toutes sortes de machines adaptées aux besoins et selon les filières. Ces appareils sont aussi commercialisés dans les centres et boutiques avec le label Songhai, tout comme les produits alimentaires. Ce modèle, Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain, fondateur des centres Songhai et pionnier de l'agroécologie, l'imagine en un projet régional. L'agriculture, c'est la base de décollage et socio-économique et inclusif. Regardez nos villages. Si on fait cette agriculture intégrée, on produit moins cher, plus efficacement. On développe l'industrie dans les zones rurales, on développe les services, c'est tout. Donc, les gens n'ont plus de raison d'émigrer, même les grandes villes comme Abidjan, comme à Cotonou, comme à Lagos. Donc chaque ville, chaque village, chaque zone devient socio-économiquement viable. Inciter et former les jeunes capables de mener l'agriculture à la base du développement économique viable et durable, voilà un des objectifs de Songhai. Songhai, un système zéro déchet qui permet de protéger l'environnement, un dossier de Salima Toudia réalisé au Bénin. Justement, ici en Côte d'Ivoire, plus d'1 milliard de francs CFA décaissés pour la gestion des parcs et réserves, une aide non remboursable d'une fondation qui œuvre dans le domaine. On fait le point avec Grace Kando. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention de 1,279 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour l'exercice 2019. Ces fonds serviront à la gestion des parcs nationaux et réserves de Taï, de la Comoé, d'Azani et du Mont-Sangbé. C'est un mécanisme de financement pérenne, c'est une subvention non remboursable
qui est faite à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Notre objectif, dans le moyen terme, c'est d'arriver donc à octroyer une subvention de 2 milliards de francs pour le fonctionnement des parcs. La Fondation a fait un bon spectaculaire cette année, parce que l'année passée, nous étions à 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,2 milliard. Ce qui est important, ça nous permet de couvrir à peu près 80% des coûts récurrents de ces parcs nationaux. Les coûts d'investissement sont assez importants, notamment en termes d'entretien des infrastructures routières, des bâtiments pour les agents, et notamment l'acquisition d'équipements, parce que vous savez, les pistes dans les parcs nationaux sont des pistes très dégradées qui usent les véhicules. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer notre parc auto pour faire face à toutes nos activités. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, braconnage et colonisation illégale entre autres. De 2014 à 2018, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé un montant total de 3 370 millions de francs CFA à l'OIPR. La Fondation pour les parcs et réserves œuvre en faveur de la conservation des aires protégées et de la biodiversité en complément des engagements de l'État. Dans le chapitre politique de ce journal, le ministre Amédée Kouakou, cadre du RHDP, mobilise pour le parti. Il a entamé une tournée à Yamoussoukro. Amédée Kouakou a échangé avec les chefs coutumiers du district. Il prône le rassemblement, la paix et le développement pour la Côte d'Ivoire. Léon Brou. Le ministre Amédée Kouakou et Yensie Yakouba, le directeur général du port autonome d'Abidjan à Yamoussoukro. Premier acte, civilité au Boigny avant de prendre les bénédictions du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, puis cap sur la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au président de jeunes et de femmes, ainsi que les chefs des 70 villages à Koué et Nanafoué du district autonome de Yamoussoukro, le chef de mission explique les raisons de la création du RHDP. Amédée Kouakou indique que la vie de Félix Houphouët-Boigny inspire le président Alassane Ouattara et le détermine à poursuivre l'œuvre de développement entamée par son père. De préciser la paix comme condition, il met ses interlocuteurs en mission de sensibilisation. Le pays d'Houphouët-Boigny a besoin de paix. Ce pays d'Houphouët-Boigny a besoin de cohésion. Ce pays d'Houphouët-Boigny a besoin d'aller de l'avant. Et c'est seulement les enfants d'Houphouët-Boigny ensemble. Aujourd'hui, tous ces partis ont décidé de se mettre ensemble à nouveau et ont décidé donc de donner le nom du père fondateur au parti pour que ce parti-là, qui est un parti donc de paix qui vient de se mettre en place, ce parti puisse continuer à travailler pour l'ensemble des Ivoiriens. C'est vrai que les chefs ne font pas de la politique, mais les chefs peuvent relayer les messages de paix, les messages de cohésion dans l'ensemble de leur village. Message bien perçu selon le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, cadre du RHDP. Nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de dialogue. Et partout où on nous appelle pour la paix et le dialogue, nous répondons présent. Cette mission d'explication et de sensibilisation à la paix va conduire Amédée Kouakou et sa délégation cette fin de semaine à Sakassou, siège du royaume baoulé. Un reportage de Léon Brou et avec Konaté Moussa, parlons des élus et cadres d'Odionier qui rendent hommage au chef de l'État. Ils ont appelé les populations à se mobiliser pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils sont en mission pour mobiliser davantage les populations pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Face à leur mandant, les députés de la commune d'Odiéné se prononcent également sur l'actualité politique. J'ai expliqué à la population que la démission de Soro Kebafori Guillaume était une démission démocratique et constitutionnelle. Donc il n'y avait pas de feu à la demeure. Nos populations sont reconnaissantes à tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le pays et a fait pour notre région. Nous avons été instruits par le président intérimaire de l'Assemblée nationale afin d'approcher nos parents, de venir communier avec eux, leur expliquer les activités des parlementaires. On a dit à nos parents de rester sereins, il ne faudrait pas qu'ils se trompent de combat. Ici à Odiéné, Alassane est notre boussole. Pour cette tournée d'explication, les députés d'Odiéné ont bénéficié du soutien des élus et cadres du Kabadougou et du Folon.
Tous ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP, pour ses actions de développement dans leur région. Les partis d'opposition ont signé un document pour la réforme de la commission électorale indépendante. Les présidents des 10 partis se sont réunis aujourd'hui au siège du PDCI à Cocody. Ils sont une vingtaine. Ils entendent se retrouver régulièrement pour, disent-ils, contribuer à la démocratie. Ahmed Traoré, Herman Guibé. Les partis de l'opposition ivoirienne décident de fédérer leurs énergies et de s'exprimer d'une même voix. Dans un document unique, ils appellent à des discussions sur l'environnement des élections, à savoir l'établissement des cartes nationales d'identité, le recensement électoral et la révision de la liste électorale. Henri Konan Bédié, porte-parole des présidents des partis d'opposition, appelle à une réforme profonde et consensuelle de la commission électorale indépendante, la CEI. Notre objectif majeur est de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral crédible, transparent et accepté par tous les acteurs politiques et nos concitoyens, appelés à exercer leur droit de vote en toute liberté. Selon Pascal Afin-Guessant, le document sera transmis au gouvernement la semaine prochaine. La recomposition de la commission électorale indépendante, une idée que partage le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, en a parlé à sa rentrée politique récemment. Le président du parti s'est aussi prononcé sur l'actualité politique dans le pays. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Lors de la rentrée politique du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, RPP, Ouattara Nyondié s'est prononcé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour lui, le parti doit prendre toute sa place sur l'échiquier national. La direction a initié des missions de remobilisation pour l'implantation du parti aux 4 coins du pays. Au cours de la rencontre, Ouattara Nyondié s'est aussi attardé sur le problème de la CEI, la commission électorale indépendante. Il faut faire en sorte que la commission reflète telle qu'elle est décrite dans l'article 51 de la Constitution, c'est-à-dire une commission véritablement indépendante, une commission consensuelle, une commission inclusive, une commission à laquelle tous les Ivoiriens font confiance. Le président du RPP a pour finir exhorté à la réconciliation. Scientifique bientôt mise en place pour penser la réforme des droits d'auteur. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou-Bandama, a échangé hier avec un collectif d'artistes conduit par Asalfo du groupe Magic System. Ces artistes proposent la création d'un comité scientifique pour mener les réflexions. Des détails avec Issa Tionaïo. Comment réformer la gestion des droits d'auteur en Côte d'Ivoire? Cette question a fait l'objet d'un échange entre un collectif d'artistes conduit par Asalfo du groupe Magic System et le ministre de la Culture et de la Francophonie au plateau. Au cours de cette rencontre, ces artistes ont plaidé pour la mise en place d'un comité scientifique de réflexion. Le droit d'auteur, c'est la propriété de l'artiste, c'est l'exploitation de l'artiste. Et c'est nous qui devons nous mettre devant pour prendre des mesures, proposer des réformes qui pourront permettre d'assainir un peu nos vieux tests, nos tests devenus obsolètes. Il faut une mise à jour. Et pour faire cette mise à jour, je crois qu'il faudrait une synergie d'expérience, de compétences. À l'ère du numérique, le mode de perception des droits d'auteur évolue vite. Pour cela, le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué la démarche des artistes auprès de ses services. La Côte d'Ivoire travaille à ce que le Buruda soit entre les mains des artistes. Le décret qui a été pris permet qu'à partir de 2020, il soit créé d'autres sociétés de gestion de droits d'auteur. Ça veut dire qu'il y aura demain une société des producteurs. Donc il faut préparer la naissance de ces sociétés. C'est ce qui justifie leur présence. Le ministre Maurice Kakou-Bandama a promis que les travaux du comité scientifique de réflexion sur la gestion des droits d'auteur seront pris en compte dans le renouvellement des instances du Buruda, Bureau ivoirien du droit d'auteur, prévu au mois d'août et de septembre prochain.
On parle à présent du FESPACO 2019. La RTI présente son catalogue de production au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel. La délégation conduite par le directeur général Fosseni Dambélé. La RTI soutient aussi un film à ce FESPACO 2019 qu'a produit une jeune Ivoirienne. Envoyé spécial Serge Collier. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a présenté aux visiteurs du MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, 5 extraits des 9 productions majeures qui vont rythmer sa grille de programmes en 2019. Comment t'as saboté les freins de la voiture? Parce que c'est pas... Si Frédéric réapparaît, le mariage aura lieu. Alors je pourrais prétendre à la présidence. Nous avons lancé une douzaine de projets en même temps qui sont en production en ce moment, dont les premières saisons ont été diffusées comme National Security, comme Sœur Ennemie, et dont les deuxièmes saisons viennent de finir et vont bientôt être diffusées. Et vu qu'il y a des chaînes africaines qui ont commencé l'achat et la diffusion des premières saisons, c'était de rencontrer les professionnels de l'environnement, les diffuseurs, les distributeurs, pour leur montrer ce qui est dans le four. À travers cette présence au FESPACO, le directeur général entend renforcer la visibilité de la RTI en s'appuyant sur son catalogue de séries télévisées fournies. C'est l'occasion pour nous de parler de coproduction et également aussi d'explorer les marchés pour la diffusion et la vente de nos productions qui sont de qualité et qui s'exportent très bien. Je peux vous dire que dans la grille du programme, eh bien, une place de choix est faite aux productions nationales. Et cela va s'amplifier. Mais ce que nous demandons aux producteurs, c'est de toujours travailler à la qualité. Et à travers cette distribution, nous avons un potentiel de coopération, de soutien. Rencontres avec des chaînes de télévision partenaires, présentation d'offres et d'opportunités aux distributeurs et acheteurs de production sont marquées en bonne place dans l'agenda de la délégation de la RTI au FESPACO 2019. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.